Et bonsoir à tous et à toutes dans ce live in lose. Parce que là, je ne savais pas trop quoi faire, mais je me dis quand même qu'il faut garder le rythme. Donc autant continuer. Juste, je vérifie que le son passe bien. Parfait, ça va. Donc du coup, voilà, moi c'est un peu un live improvisé en loose day, parce que effectivement, ayant lancé les préparations du live, gros live de la semaine prochaine, basé sur le programme des candidats des élections présidentielles. Alors, vendu comme ça a l'air barbant, mais je vais essayer de faire rendre ça intéressant, et tout du moins, en tout cas, de en parler en rapport à la technologie et l'informatique, parce qu'à mon avis, je pense qu'il y a à boire et à manger. Donc, voilà. Donc, j'en parlerai pas plus. Le but, c'est pas de spoiler l'épisode de la semaine prochaine. Donc voilà. Donc du coup, je me disais que ça pourrait être potentiellement intéressant de discuter un peu des divers projets, des divers éléments. Donc voilà, c'est un peu le projet en loose day. Voilà, c'est en gros le concept d'aujourd'hui. Tiens, en parlant de ça, tiens, j'avais pas vu qu'ils diffusaient ça sur Discord aussi. Bref, donc voilà. En tout cas, du coup, ça sera un live un peu qui peut tourner très court en fait. Parce que bon, je sais pas trop quoi dire là comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions, là c'est le jour, parce que je pense qu'il y a de quoi dire, mais il faut qu'il y a de l'idée. Alors attendez, parce que du coup je vais paramètre mon setup, parce que là j'ai lancé vraiment en loose day. Hop, voilà. Alors, donc ça on s'en fout au final. Hop, voilà. Ça y est, c'est bon, je suis prêt. Alors, du coup, pour parler un peu des divers projets qui étaient en cours en attendant. Donc, du coup, pour les projets en cours, on a quoi? On a donc le projet API, dont j'avais parlé dans un live il y a quelques mois, enfin quelques mois, oui, bientôt, parce que ça, je crois que c'est quelques mois que j'en parle. Alors par contre, j'ai quand même l'impression que ma caméra est ultra surexposée. Configuration de la vidéo. Attends, réduis-moi ça, toi, un peu, là. C'est la première fois qu'il est aussi fort. On va peut-être un peu abuser. Hop. Voilà. Normalement, c'est un peu mieux. Ça fait un peu moins brillant, quand même. Donc, bref, du coup, pour reparler un peu, donc... alors, bonjour à Tinarif, bonjour à Crucru et 4013. Bienvenue dans ce live. Du coup, pour resituer un peu, c'était un live d'il y a à peu près 2 mois. J'avais parlé du projet donc de développer en live en fait un logiciel qui permet finalement via un bot, un chatbot sur Discord, de déployer et automatiquement en fait un serveur de jeu pour qu'il devienne accessible en partageant l'IP, etc. Et que du coup, au moment où le serveur devient inactif et qu'il n'y a plus de joueurs dessus, automatiquement, tac, il y a un script qui va le backuper, le sauvegarder, le mettre de côté, jusqu'à la prochaine commande de démarrage, et du coup, ça redémarre le serveur, voilà. Donc cette idée-là, elle est toujours dans les tuyaux, elle n'est pas abandonnée, loin de là. C'est juste que, effectivement, j'ai pris un peu de retard dans le sens que j'ai besoin d'un minimum de base avant de faire ça en live, parce que j'ai pas envie de passer pour un con non plus pendant un live. Donc du coup, j'ai préféré avoir quand même déjà ma base logicielle de prête. J'ai pas dit que j'allais commencer à développer en tâche de fond, comme tu m'as demandé sur le Discord de Conquer World que 4013 m'a posé la question. Donc voilà, c'est juste que je veux d'abord avoir une base sur laquelle je suis sûr et que je peux m'appuyer dessus. Et après, du coup, je commencerai à faire le débugage, le développement, etc. Les tests de script, voilà, c'est dans l'idée. Le concept, il est là. Tu en parlant de ça, ça fait un peu silencieux. Hop, lançons un peu de musique de fond. Je sais pas si vous l'entendez, du coup, la musique de fond, mais j'espère que vous l'avez. Il n'y a pas l'air, en fait. Je la vois pas dans mon truc. Ah si, c'est bon. Bref, donc du coup, voilà, je peux la renforcer un peu. Là, comme ça, c'est bon? Parce que normalement, elle est censée être diffusée. Ouais, je la vois là, là c'est bon. Là, je vois le truc,
le petit, la petite barre bouger. Donc a priori, normalement, c'est censé être entendu. Voire trop fort peut-être. On va peut-être le baisser un peu. Mais voilà, parfait. Donc du coup, c'est pas... donc le projet, normalement, il est pas perdu. C'est juste que... pour l'instant, je me sens pas encore à l'aise avec les outils que j'ai pas pu encore vraiment tester, en fait. On va dire, j'ai été... Ce qui est assez marrant, c'est que du coup, je lance un projet un peu sur la même ligne au taf. Et du coup, bah, comme le projet au taf a pris du retard aussi, du coup, je me lance pas, je vais me lancer, mais pas tout de suite. Voilà. Oups, on va essayer d'éviter de taper dans le micro. Voilà. Donc voilà. Dans l'idée, en tout cas, j'ai essayé de travailler les deux en même temps, mais c'est pas inintéressant. Voilà. Pour ceux qui arrivent, hein, alors, soit Clubberville, bienvenue dans ce live. Si j'ai bien dit, hein, du coup. Bref, donc ce soir, c'est plus une soirée un peu discussion, un peu, voilà, s'il y a des questions informatiques, des questions sur l'émission, des questions bah, sur moi, peut-être, hein, si ça vous intéresse. Je sais pas qui ça peut intéresser, mais voilà. En tout cas, n'hésitez pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour revenir sur le projet de bot serveur, en fait, hein, bah, d'un bot Discord qui lance des serveurs de jeu. Voilà, c'est prévu. Je pense que ça sera quand même dans 2 ou 3 lives que je devrais pouvoir commencer. Parce que, bon, du coup, la semaine prochaine, il y a le live pour les élections présidentielles sur le programme des différents candidats. Sur la partie informatique et technologie, hein, je ne parlerai pas d'autre chose ni des positions dans d'autres domaines, hein. Là, je vais me focus totalement sur purement la vie informatique. Et à côté de ça, du coup, la semaine d'après, ça sera les news de la semaine, parce que là, du coup, il y aura eu 3 semaines de news. Donc normalement, j'espère que ça sera un peu plus développé. Et du coup, je pense que ce sera après ce live qu'on parlera du coup plus en profondeur du projet d'API. Voilà, enfin du bot de démarrage de serveur. Faudrait lui trouver un nom. Ouais, on pourrait faire un vote. Il faudrait que je mette en place un outil de vote. Parce que Discord là-dessus, il n'y a pas. C'est chiant. Enfin, il n'y a pas. Il y a un moyen de détourner avec des emojis et des trucs comme ça, mais je trouve ça un peu sale. Donc, ce serait mieux un outil de vote, mais il faut que je regarde. Mais bref. Ce qui est sûr, c'est que voilà, j'ai envie de continuer ce projet-là. Bref, voilà. Et après, du coup, le deuxième projet qu'il y avait, qui était de bidouiller un serveur derrière, là, parce que j'ai quelques... bon, ça se voit pas, mais j'ai un PC ici, j'ai des PC portables là, j'ai plein de trucs. Bref. Donc, ce projet-là, bah, ça va attendre que j'ai quelques finances, parce que pour l'instant, je n'ai pas les sous pour acheter des barrettes de RAM et des disques durs, etc. Je suis en loose financière pour l'instant. Donc, je vais pas m'attarder là-dessus. Bref, en tout cas, voilà. C'est le résumé un peu des deux projets en cours. Et voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, sinon je vais me sentir tout seul. Alors, que penses-tu de mettre en place des projets en commun sur GitHub ou GitLab pour Conquer World? Alors GitHub, du coup, ça va être compliqué à mes yeux parce que, bah, du coup, si je veux créer une communauté avec un GitHub, bah, ça n'a pas grand intérêt parce que du coup, ils seront pas rattachés à Concurrent, chacun peut créer son dépôt comme il veut. Et si je veux faire vraiment un dépôt communautaire, bah, il faut prendre l'option payante, je crois, donc ça m'intéressera pas. Potentiellement un GitLab, ça sera prévu, parce que j'en aurai besoin de toute manière pour les développements. Après, est-ce que vraiment créer une communauté où chacun peut déposer des projets? Oui et non. Enfin, je sais pas trop si c'est un grand intérêt dans ce contexte. Après, c'est vrai qu'effectivement, il y aura peut-être 2, 3 projets qui vont se greffer au fur et à mesure. Mais à la limite, je serais tenté de se poser la question au moment venu. Parce que là comme ça, oui, il y a 2, 3 projets qui peuvent se greffer, mais je vois pas trop
Je vois pas trop l'intérêt d'en créer un spécifiquement pour la communauté et accessible à tous. Je pense que ça peut être, ou tout du moins que chacun peut créer un compte, créer un projet, etc. Je pense que ça restera des projets qui restent, comment dire, visibles. Les gens peuvent participer dedans, mais ne pourront pas créer autant de projets qu'ils veulent. Surtout que un GitLab peut vite être une source de problèmes au niveau administratif, que ce soit les droits, etc. Bon, bref, je suis pas sûr de l'ouvrir vraiment énormément, ou sinon vraiment pour débugger, signaler des problèmes ou ce genre de choses. Mais effectivement, oui, ça pourrait être juste un salon de Discord ouais, où les gens présentent, partagent des liens. Oui, 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 ça peut être l'idée. Après, moi, clairement, moi, dans les suggestions, c'est vrai qu'il pourrait avoir la boîte à idées, en gros. Oui, ça serait bien, parce qu'au final, moi, je serais même d'accord de présenter et tester, en fait, des projets qui sont intéressants. Potentiellement, ça peut être ça l'idée aussi. Ça peut ouvrir un concept d'émission en plus, bah, voilà, tester un projet comme ça sur GitHub qui a l'air sympa, voilà, d'aller voir le code, voir un peu comment il est conçu, de le déployer et de voir comment ça marche, quoi. À la limite, ça peut être un sujet d'émission qui peut être intéressant, parce que bah, c'est l'occasion de découvrir de comment certaines solutions sont faites. Des fois, c'est assez hallucinant comment ils peuvent imaginer une façon de concevoir la structure qui sort du lot, entre guillemets. Parce que finalement, il y a quand même il y a pas mal de standards et des fois, il y a des gens qui arrivent en se basant sur des outils assez communs, que ce soit Docker, GitHub, GitLab, etc. Bah, des fois, ils arrivent à faire une architecture logicielle qui sort du lot, quoi. Là, comme ça, de tête récente, c'est un outil que j'ai testé, là, qui est ERP Next. Alors, c'est vraiment professionnel, hein, là, je pense que ça intéressera que 0,0000001% des spectateurs actuels. Mais clairement, c'est un ERP qui est sympa et que sa façon de déployer les Docker est assez atypique. J'avoue que c'est la première fois que je voyais cette méthodologie de déploiement et qui est loin d'être inintéressante, mais aussi à la fois fat hein, quand même, hein. C'est vraiment un petit côté usine à gaz, mais au final, c'est vrai que ça marche pas si mal, et en tout cas, voilà, c'est un exemple comme ça qui me vient de tête. Mais du coup, ça peut être un projet intéressant, et effectivement, il faut que mon avis, il faudrait que je mette en place un système de boîte à idées, en fait, plutôt, avec un système de vote ou un truc comme ça. Je sais pas comment l'organiser ce truc-là. À la limite, ça peut être l'occasion d'en discuter dans ce live. C'est vraiment, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'idées qui viennent, etc. Mais c'est vrai que bah, Discord, ça reste un chat IRC, quoi. Enfin, on peut discuter en voix et en texte, mais après, pour retrouver les infos, il faut remonter les historiques, il y a plusieurs flux, etc. Bon, bref. Je suis pas sûr que Discord soit l'endroit idéal pour ce genre de conversation et ce genre de système de vote, en fait, hein. Donc, après, j'avais déjà testé à une époque, je sais pas, pour ceux les plus anciens du serveur, j'avais utilisé Discourse pour faire un forum administrable et qui était pas trop mal, hein. En fait, il marchait bien, en fait, ce forum. Mais du coup, bah, j'avais tout supprimé, donc c'est un peu con, il faudrait refaire tous les channels que j'avais fait à l'époque, mais c'est con, j'aurais dû le garder. Bref, mais du coup, dedans, il y a des modules pour faire des votes, etc. Et c'est vrai que ça pourrait être sympa. Ouais, c'est pas si vieux que ça, bah, bah, quand même, un peu, hein. Je crois que le Discord, ouais, bah, ça a 2 ans, 2, 3 ans, quoi, maintenant. Enfin, 2 ans. Ouais, 2 ans. Bah, c'est juste la première vague Covid, hein, de mémoire, hein, que j'ai tout fermé. Donc, a priori, ouais, ça fait... Ouais, ouais, j'exagère, ouais, ça fait peut-être que 1 an. Ça fait qu'un an. Ouais, peut-être, ouais, c'est... Putain, là... J'ai l'impression que le Covid, ça fait 10 ans qu'on est dedans.
Bref, ouais, excusez-moi, je vois un petit coup. Mais en tout cas, ça peut être intéressant parce que je pense que c'est nécessaire. Après, c'est nécessaire entre guillemets dans le sens que là, je sais. En fait, là, pour être honnête, j'ai aucune idée de comment aller plus loin en fait là pour l'instant. Je sais que je peux améliorer les lives, etc. Mais je sais pas trop par quel bout prendre le Discord. En fait, je sais pas trop comment créer une dynamique active sur Discord. Essayer de bah, voilà, créer de la conversation, créer des trucs. J'ai un peu. Je sais vraiment. En fait, j'ai un peu le syndrome de la page vide en fait. Quand j'arrive sur le Discord, je me dis, bah, je veux bien me lancer un truc, mais je sais pas quoi faire en fait. Donc, bon. Et le problème, c'est que rajouter encore un site en plus, je me dis que c'est peut-être se disperser pour pas grand-chose, parce qu'il y a déjà quasiment pas d'activité sur le Discord, hein, faut être honnête. Donc, bon, je ne sais pas. C'est... Ouais, je sais pas trop. Sinon, ça va être le scrutin randomisé de Condorcet. C'est quoi ça? Après, il y a des sites qui permettent de faire ce genre de vote. Bah, du coup, je serais tenté d'utiliser, en fait, j'ai déjà testé un outil du même genre qui était sur, comment il s'appelle? Oula. Sur Framasoft, parce ils ont tout un outil là pour un système de vote. Effectivement, je pourrais peut-être utiliser ça au lieu de m'emmerder à l'héberger, en fait, hein, parce que je crois que j'ai passé le goût de vraiment tout héberger parce que j'ai plus de serveur directement. Donc, du coup, voilà, même si j'ai mon petit serveur à la maison, mais qui est pas suffisamment véloce pour encaisser tout ce que je veux y mettre. Donc, effectivement, ça pourrait être la solution de lancer des petits votes comme ça. Et après, effectivement, je pense que ça serait intéressant d'avoir quand même un outil qui permet de lancer un peu les idées et moi de les historiser derrière. Parce que sinon, je les perds au fur et à mesure, en fait, hein. Ces derniers temps, faut avouer que j'ai beaucoup de choses en tête, que ça soit professionnel, personnel et semi-pro avec les lives, etc. Oui, je considère que c'est une activité semi-pro pour l'instant. Oui. Ouais, c'est plutôt du perso que du pro, mais bref. Mais ce qui est, voilà, je considère, j'avoue que là, ces derniers temps, étant particulièrement chargé au taf, j'avoue que j'ai un peu du mal à garder les idées en tête sur ces éléments-là. Donc, je pense que j'ai besoin d'historiser un peu quelque part et d'avoir un outil adapté, quoi. Donc, je pense que ça va être un premier élément qui sera utile et me permet de m'organiser un peu, quoi. Après, je sais que là-dessus, j'avais un outil que je connais bien qui est Redmine et que j'aimerais bien le repousser jusqu'au bout, celui-là. Parce que là, Redmine, par contre, ça fait un bail hein, que je ne l'ai pas utilisé sur Conqueror, parce que je crois que Redmine, il date d'il y a... Je l'ai utilisé quand? C'était au début de Conquer World, donc je crois que j'avais géré... C'était la première génération du serveur, enfin la deuxième génération du serveur. Donc ouais, ça doit faire il y a 7 ans à peu près, ouais, c'est ça. J'avais les différents projets Redmine, j'avais le suivi en dépôt en SVN, j'étais en subversion pour gérer le versionning des fichiers de conf comment dire, des serveurs Minecraft en fait, hein, parce qu'il y avait Minecraft, j'avais le site, hein, j'avais plein de trucs et je gérais les mises à jour comme ça. J'avais tout un historique de mise à jour, etc., de correctifs. Ouais, ouais, je me faisais chier à l'époque hein, pour. Bref, du coup, je pense que ça pourrait être utile de le réutiliser parce qu'il y a pas mal de fonctions qui bah, permettent simplement de gérer les demandes et de gérer du coup les améliorations, etc. Puis moi, derrière, ça me permet d'historiser un peu le tout, quoi. Mais ça pourrait se défendre. C'est pas trop compliqué à déployer. J'ai déjà ce qu'il faut sous la main, donc normalement c'est jouable. Ouais, à voir. Je pense que là, le fait d'avoir un peu ce projet là sur les élections, ça va me bloquer un peu quelque temps, mais je pense que d'ici une semaine ou deux, je pense que j'aurai assez de dispo pour m'occuper de tout ça. Parce que là, voilà, c'est un peu l'idée. Je pense que ça devrait se faire d'ici une semaine, 15 jours. Il y aura moyen d'avoir un bel outil en place.
est-ce que je pense relancer un serveur Minecraft? Alors, je suis... comment dire? Je pense pas relancer un serveur Minecraft. Alors, en me disant ça, ça sous-entend qu'il y a toujours une possibilité. Ouais. Bah, les serveurs sont toujours aussi nazes. Java est en train d'être abandonné au fur et à mesure. Enfin, je pense qu'il faut savoir faire son deuil à un moment donné. Même si Minecraft est pas mort hein, en soi, c'est pas dans ce sens-là, mais je pense que le serveur privé tel qu'on les a connus à une époque, hein, pour moi, j'ai l'impression quand même que c'est plutôt mort comme concept et que bon bah voilà quoi, ça a fait son temps, ça a fait son temps. Et puis je pense pas que j'arriverai à mettre autant d'énergie que j'ai mis à l'époque. À l'époque, j'étais dans, on va dire, une autre situation personnelle. Donc effectivement, aujourd'hui, hein, comment dire, hein, c'est un peu, voilà, ça occupe, hein. Donc du coup, voilà, ça va être, je pense pas retrouver les mêmes niveaux de disponibilité que j'avais à l'époque. Voilà. Ouais, sans regret, hein, il y a aucun regret là-dedans. Mais clairement, je pense pas me relancer là-dedans. Déjà je pense que rien que le projet API et le fait de pouvoir lancer des instances de serveurs, il peut y avoir des instances Minecraft dedans. Je dirais même que ça risque d'être le premier que je teste. Oula, j'ai encore perdu une vis. Hop, voilà, ce sera le premier que je testerai. Mais ça sera pas en tant que serveur officiel. Ce sera plus un petit serveur en loose comme ça pour tester, pour bidouiller et s'amuser, quoi. Mais pas vraiment réouvrir Conquer World en tant que serveur officiel Minecraft, hein. Puis, pour moi, je pense que c'est passé. Hein, voilà. Mais bon, peut-être que je changerai d'avis, encore une fois. Peut-être. Rien ne... hein, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Voilà, donc on verra bien. Peut-être que si Microsoft revend Minecraft à une société qui redonne ses heures de gloire à la version Java, ou carrément refont un remake de Minecraft en version plus stable que la version Java, ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ça sera peut-être pas pour tout de suite, hein. Je pense que Microsoft n'est pas prêt de lâcher Minecraft, hein. Surtout en l'état actuel des choses, hein, surtout au vu de l'actualité de la dernière fois avec le partenariat entre Minecraft et Lacoste. Bon, je suis vraiment, vraiment pas sûr que Microsoft lâche l'affaire. Voilà, c'est pas sûr. Mais en tout cas, voilà, clairement, c'est pas l'objectif. Là, aujourd'hui, je suis plus voilà, sur l'idée de partager un peu ma passion de l'informatique plutôt que d'exercer ma passion de l'informatique sur mon, on va dire, en activité semi-pro. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Voilà, enfin, à un moment donné, il faut choisir. Et effectivement, j'ai plus envie de partager que de faire. Voilà, c'est là, un équilibre entre les deux. Donc à voir, hein, parce qu'après, effectivement, il faut que ça marche. Après, faut pas être pressé, hein, ça fait à peine... bah, ça va faire 3 mois, hein. Putain, ça fait déjà 3 mois que je fais des lives. T'en passe vite aussi. Mais du coup, voilà, pour l'instant, c'est avec 3 mois. On verra bien d'ici quelques mois encore. Je pense de toute façon, comme j'avais dit la dernière fois, je me laisse jusqu'au mois de... bah, jusqu'à l'année prochaine, hein, jusqu'en janvier, date anniversaire, pour voir un peu comment ça se goupille. Est-ce que ça vaut le coup d'y investir plus de temps, moins de temps? Voilà, ce sera la question. D'ici là, je garde un peu le rythme. C'est même pour ça que bah, aujourd'hui, du coup, même en étant un peu en loose, je préfère du coup lancer le live quand même, parce que si je commence à annuler un live, je vais en annuler d'autres, en annuler d'autres, repousser, et puis à la fin, j'en ferai plus du tout. Donc non, voilà, j'essaie de garder le cap.
maintenir les lives, maintenir les choses, même s'il y aura forcément, le problème des émissions récurrentes comme ça, c'est que voilà, ça va faire un peu, là, on est sur un épisode un peu bof bof, voilà, on va dire que c'est un peu de la loose, Bon après, il y en a qui diraient que c'est plus, voilà, là j'ai une vision négative au final, je pourrais dire que c'est juste un live chill avec, voilà, un petit côté, coin du feu, j'aurais pu mettre une petite cheminée là sur le coin du live, mais mais j'ai pas eu le temps de le faire. Voilà, c'est con. Bref, donc du coup, voilà, c'est forcément, il y aura des lives un peu moins bien, hein. Bon, voilà, celui-là en fait partie peut-être, je pense. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, voilà, je me suis fixé comme objectif de garder vraiment ce cap, voilà, jusqu'à janvier de l'année prochaine, de maintenir les lives. Il y aura forcément quelques lives qui vont sauter, c'est une certitude, parce que je partirai en vacances. Voilà, donc quand même, hein, la vie de famille avant tout. Mais du coup, voilà, il y aura juste ces quelques coupures, voilà, de période de vacances. Mais sinon, je veux garder ce rythme. Pour moi, ouais, c'est important. Parce que c'est souvent les youtubeurs ou twitchers maintenant qui ont commencé et qui ont pu monter en visibilité, c'est surtout qu'ils ont gardé un rythme et une certaine stabilité de diffusion pour faire en sorte que tôt ou tard, ils tombent sur le groupe de personnes qui apprécient le contenu et qui le partagent et qui, du coup, de fil en aiguille, voilà, ça fait une petite communauté de spectateurs. Voilà, donc j'espère que j'aurai la chance de, de vivre ça. Moi, j'en serais très heureux, mais voilà. Après, je suis déjà content d'avoir actuellement 3 spectateurs sur mon live, ce qui est déjà bien. C'est déjà un bon début. Voilà, j'espère que je vous ennuie pas trop avec mes histoires, mais en tout cas, voilà. C'est le concept que je souhaite. En tout cas, c'est l'objectif que je me suis fixé. Et donc, voilà, greffé avec 2, 3 projets en parallèle. Et puis voilà. Puis on verra bien. Et puis si ça marche pas, je pourrais tenter autre chose. Et puis voilà. Même si effectivement je serais tenté de lancer un peu d'édition avec un peu de jeux vidéo, mais en même temps, je me sens tellement pas légit sur le jeu vidéo. Ça m'est vraiment pas. Voilà, je sais j'avais un pote, hein, Yarark, qui était plutôt calé, et franchement, il connaissait bien le milieu des éditeurs, du jeu vidéo, les concepts, etc. Moi, je suis une quiche là-dedans. Enfin, je connais les grandes lignes, mais j'avoue que. Donc, franchement, me lancer dans du live jeu vidéo, ah la loose quoi. Enfin, franchement, je vais passer plus pour un con qu'autre chose, ça me tente pas quoi. Voilà. Donc, du coup, non, non, je vais essayer de rester dans la sphère. Mais du coup, effectivement, dès qu'il y aura un peu de gens, je pense que ça serait pas forcément inintéressant. En fait, dès qu'il y aura un peu plus d'interaction dans le chat et sur le Discord, par exemple, ça pourrait être intéressant, du coup, de faire un peu des lives improvisés sur lesquels, finalement, je peux jouer tranquille. Tout en discutant d'informatique, voilà, de répondre au chat. Éventuellement, s'il y en a un qui a un problème informatique, c'est l'occasion d'en discuter. Voire même de faire une conférence audio via Discord et Twitch, du coup, de faire diffuser la conférence Discord. Parce que ça peut être un élément intéressant, parce que du coup, je peux faire venir des gens dans le chat audio. Et du coup, de pouvoir faire le live, comme j'avais fait dans le test avec toi, 4013, du coup. J'avais testé à l'époque, et à l'époque, dans le début des lives, à l'époque, hein, voilà, au mois de janvier, mon Dieu que c'était loin. Donc voilà, mais on pourra tester ça, et ça marchait plutôt bien. Bon, il y avait un petit problème d'équilibrage du son, mais ça, voilà, maintenant je sais comment le gérer. Donc, et je me dis que ça peut toujours être intéressant, voilà, d'improviser comme ça, avoir un jeu qui est pas forcément trop prenant, parce que sinon, je vais être focus sur le jeu, ou sinon je ferai de la merde, donc ça n'a aucun intérêt. Donc, ce sera plutôt des jeux, soit des MMO, soit au sens large, hein, je compte Elite Dangerous, ça peut être un MMO, parce que j'aime bien l'espace, mais en ce moment, je suis plutôt Heroic Fantasy, là, en ce moment. Je suis plutôt Guild Wars 2, en ce moment. Ouais, j'ai été New World pendant un temps, jusqu'à sa désertion totale. Bref. Mais du coup, je pense que ça peut être une émission qui est intéressante. Enfin,
Un truc un peu tranquillou le vendredi soir, par exemple, parce que du coup, il y aurait le live un peu plus carré le lundi et le live un peu tranquillou le vendredi, quoi. Voilà, le live de fin de semaine, voilà, sur un petit jeu, et puis en même temps, on peut discuter informatique, quoi. Voilà. En tout cas, dans l'idée, voilà, c'est dans le cadre d'une petite montée en puissance de la chaîne, ça serait l'idée de faire ça. En tout cas, je- j'ai ce qu'il faut, j'ai déjà tout prêt. Voilà, c'est juste que faut attendre que la chance me sourie. Bref, voilà. Alors, du coup, la question 4013, tu n'as plus tes furets. Oui, bah j'ai plus mes furets, oui, malheureusement, hein, quand même. Hein, et les furets, ça vit pas aussi longtemps, donc ouais, ils sont morts il y a quelques années, malheureusement. Paix à son âme. Voilà, c'est enfin ou deux quoi du coup, parce que j'avais deux furets, hein. J'ai un mâle et une femelle. Bref, voilà, c'est malheureusement c'est la vie, c'est comme ça. Bref, merci. Attends, c'est qui le j'ai pas vu, j'ai vu la notif, mais je l'ai vu de très loin. Désolé. Clé pour la choix 10. Bah merci, écoute, hein, pour ton follow. Merci. Donc, du coup, voilà, moi, malheureusement, j'ai plus d'animaux de compagnie. C'est triste, hein, mais voilà, j'avais un bosseron, malheureusement. Voilà, qui était un de mes logos pendant un temps. Voilà, ma photo, mon image de profil dessinée par un pote à l'époque. Et effectivement, ouais, malheureusement, il est mort il y a pas longtemps aussi, hein, il y a 2 ans. Ouais, malheureusement, il y a 2 ans. Ouais. Ah, le temps passe vite, hein. Ouais, mais bref. Voilà, heureusement pour ce genre de choses, je préfère que le temps passe vite, hein, ouais, mais bref, donc du coup, ouais, j'ai plus d'animaux. Pour moi, c'est moins bordélique derrière moi, c'est déjà ça. Ouais. Alors, tu as d'autres idées de projets actuellement? Bah, actuellement, là, comme ça, j'irai pas jusque-là. Je sais pas trop qu'est-ce que je pourrais faire de plus, là, à froid, hein, on va dire. Parce que déjà, le bot, le bot serveur qui va déclencher les machines, etc., je pense qu'on peut aller très loin dans le délire. Et du coup, ça peut être vachement intéressant de le mettre en place. Parce que du coup, en allant, on va dire, au maximum du concept, on peut je pourrais aller le pousser au maximum avec un système de donation cagnotte qui paye les serveurs. Donc en fait, tu auras un système de crédit là, qui va s'incrémenter et qui du coup, bah voilà quoi, il y aura un équilibre à avoir entre les demandes de serveurs et les crédits consommés. Et voilà quoi, en fait, à chaque fois qu'il y a un don, foup, on a le crédit de la communauté qui augmente. Et du coup, ça peut être une idée. En tout cas, moi, on va dire en complément de ce projet-là. En tout cas, je pense que ça peut être un truc vraiment qui peut durer longtemps. Parce on peut aller super loin. Puis en plus, ça peut intéresser des gens en plus. Je pense qu'il y a des petites communautés, là, les petites communes. Je pense que c'est un truc qui peut autant intéresser des gens en open source, mais aussi intéresser des gens en tant que en tant qu'offre commerciale. J'ai encore perdu le truc, parce que j'ai besoin de bidouiller des trucs dans les mains. Donc je me dis que ouais, ça pourrait même commercialement, voilà, bravo, voilà. À une époque, on m'avait dit que j'étais un peu mégalo dès que je me lançais dans ce genre de discours, mais non, je pense que c'est toujours bien d'avoir un regard sur des idées comme ça, et je pense que potentiellement, les gens peuvent, ouais, ça peut être intéressant. Les gens qui ont une petite communauté là, qui ont fait leur Discord, voilà, ils se sont fait une petite commu, voilà, et puis ils disent, bah tiens, j'ai pas envie de m'emmerder. Voilà quoi, je prends un peu de crédit sur un serveur, je fais deux commandes, paf, voilà, le serveur il est lancé, et basta quoi. Ouais, en gros, ils ont un bot dans leur Discord, ils font la commande, voilà, je me dis que franchement, d'un point de vue fonctionnel, enfin, c'est top quoi. T'as juste à prendre un code API, ton code API de serveur, tu l'ajoutes sur ton compte que tu auras créé sur mon site par exemple. Et puis voilà quoi, hop, tu lances ton serveur. Moi, derrière, ça gère automatiquement le déploiement en AWS Cloud.
Hop. Enfin, franchement, sur le papier, moi, je trouve ça sympa. Alors, je sais pas s'il y aura un public, mais sur le papier, je trouve ça sympa. Donc, dans l'idée, effectivement, crescendo, on peut aller jusqu'à essayer de tenter alors, je dirais pas une commercialisation, mais c'est presque. Ça peut se tenter. Voilà, là, effectivement, je vais peut-être un poil trop loin, mais je pense que ça peut avoir son petit intérêt. Voilà. Après, dans les autres projets, comme j'avais dit, c'était la rénovation d'un ancien PC que j'ai récupéré en tant que serveur, parce qu'en fait, c'est un serveur un peu spécial. Enfin, c'est un PC de bureau qui était un peu spécial, parce que c'est un PC multi-processeur. Donc ça peut être intéressant de l'étudier. Bon, il commence à faire son âge, hein, parce qu'il a 12 ans, le bousin. Mais du coup, il faut juste acheter bah, les barrettes de RAM de l'époque, les disques durs, monter un serveur Proxmox dessus, etc. Et je me dis que, ben, comme j'ai déjà une carte d'acquisition, j'ai déjà ces éléments-là, bah, en fait, je peux diffuser l'ensemble des démarches techniques dessus. Je peux montrer le BIOS, je peux montrer plein de choses. Donc, je me dis que ça peut être intéressant. Après, effectivement, selon le niveau d'activité de la chaîne et de ce que je peux en tirer, je pourrais aller plus loin, parce que j'ai trouvé quelques sites de matériel d'occasion de serveurs qui peut être particulièrement intéressant au vu des prix qu'ils pratiquent. Et du coup, bah, je pourrais carrément prendre un vrai serveur digne de ce nom. Je pourrais même peut-être en récupérer un, mais ça c'est une autre histoire. Mais du coup, ouais, c'est... pour moi, ce côté-là, ça peut être aussi très intéressant. Après, est-ce que j'ai d'autres projets que ça? Bah, je trouve que c'est déjà pas mal. Parce que là, ça mène au moins, je pense, fin d'année, début d'année prochaine, déjà, tout ça. Donc, euh, donc voilà. Après, potentiellement, s'il y a des trucs qui se greffent, bah, comme on disait tout à l'heure, les présentations de projets GitHub ou de solutions open source, hein, par exemple, ça peut être aussi un élément intéressant qui complète un peu ces deux gros projets, entre guillemets, quoi. Mais en tout cas, je me dis que c'est faisable et que ça peut être intéressant. Voilà, c'était la réponse à ta question. Alors, 4013. J'ai enfin installé un serveur avec GitLab, un déploiement auto et autres. J'ai peur que le serveur meure et que je perde toute ma config et mes données. T'as des conseils de bonnes pratiques ou autres, genre comment mettre en place des backups et des trucs à éviter? À faire gaffe, quel outil utiliser? Alors, bah là c'est tout un panel de questions, hein. Là, parce que il y a malheureusement, je dirais, c'est malheureusement, il y a mille et une façons de faire. Enfin, surtout, il y a mille et une façons, il y a mille et une, enfin, comment dire, il y a mille et une façons de déployer des logiciels et donc il y a mille et une façons de les sauvegarder. Donc, du coup, ça dépend de qu'est-ce que tu veux sauvegarder et dans quel contexte il est. Par exemple, si tu as comment dire? Si par exemple tu utilises une solution de virtualisation, donc en fait tu as un genre, bah, voilà ce que j'ai à la maison hein, par exemple, hein. Donc moi j'ai un serveur, mon serveur dessus j'ai Proxmox. Proxmox c'est un outil de virtualisation qui a aussi un module de gestion de backup. Donc moi aujourd'hui ce que je fais c'est que du coup je backup mes machines régulièrement. Donc j'ai toujours une copie de mes machines, voilà, une fois par semaine, parce que bah, déjà, ça fait beaucoup de données déjà, hein. Parce que c'est un peu un des problèmes par rapport au backup, c'est que il faut toujours jongler avec ton espace de stockage disponible. Parce que tu backuper c'est bien, mais si tu backup trop, ça sert à rien aussi, parce que du coup tu peux pas tout backuper. Donc voilà, c'est clairement, c'est un équilibre de données. Donc moi, en général, en fait, les images système qui sont les plus lourdes, en général, je fais une backup qui est moins régulière. Par contre, si dedans, j'ai des logiciels que je veux absolument backuper de façon journalière, mais en fait, j'ai un script de backup de la solution spécifique qui, elle, est sauvegardée quotidiennement. Et même dans le cadre d'une sauvegarde quotidienne, ça gère pas tout. Dans le sens que, effectivement, en cas de blackout, par exemple, ton serveur crame d'un coup, ben, si ta backup elle est que de 24 heures, bah t'as quand même perdu 24 heures.
Et si ça tombe au mauvais moment, c'est le jour où tu as lancé un super truc, un projet, machin, etc., qu'en fait, tu as push plein de trucs dans la journée et qu'en fait, il crame juste avant les backups, eh bah, ça fait chier. Voilà, ça fait chier. Donc, effectivement, pour moi, c'est déjà, dans ta question, c'est qu'est-ce que t'entends par backup? Voilà, parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on parle de backup, c'est finalement de mon point de vue, en tout cas, voilà, c'est plus mon point de vue. Pour moi, il y a une forme d'abus de langage, enfin de facilité de langage qui est de dire, bah voilà, une backup, voilà, c'est une sauvegarde, basta. Mais d'un côté, qu'est-ce qu'on veut sauvegarder et de quelle façon, quel rythme? Parce que il y a ça, il y a déjà la notion de sauvegarde de sécurité en cas de corruption ou en cas de plantage de la machine. Mais tu as aussi la sauvegarde perpétuelle. Tu peux avoir en fait une duplication permanente des données qui fait que du coup, si tu perds ton serveur, bah tu as toujours une duplication sur une autre machine. Donc c'est pas une backup, mais c'est quand même une sauvegarde. Enfin, c'est juste que tu as forcément une copie quelque part. Et ça peut suffire. Dans le cadre de micro-projets ou de projets personnels, bah, si par exemple tu as ton serveur principal qui crame et que tu as toujours un NAS à côté avec l'ensemble des données, bah, tu rachètes un serveur, tu redéploies et basta quoi. Et ça, bah, c'est déjà très 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 bien comme système de sauvegarde. Ça, du coup, même si tu as que des sauvegardes de la semaine, par exemple, moi c'est ce que je fais aujourd'hui. Pour donner un peu voilà, l'exemple par rapport à ce que je fais, personnellement, moi, en fait, j'ai une sauvegarde toutes les semaines de mes machines virtuelles. Donc pour sauvegarder un peu un cliché des logiciels installés, comment ils sont configurés, machin, etc. Et pour tous mes Docker, voilà, etc., tout ça, en fait, c'est synchronisé entre mon NAS et mon serveur principal. Donc du coup, si je perds mon serveur principal, bah voilà, j'ai tout qui est déjà backupé de l'autre côté, j'ai juste à redéployer mes images et à restaurer les derniers fichiers que j'ai aussi de sauvegarder sur le NAS. Inversement, ben, le serveur va toujours tourner, parce qu'il a toujours ses données sur lui-même, sauf que bah, du coup, il va plus dupliquer sur le NAS, parce que le NAS est HS. Et que mon NAS, moi, il est sauvegardé aussi dans le cloud. Donc à partir de là, j'ai pas d'inquiétude particulière. Je sais que de toute manière, j'ai forcément une copie quelque part. Après, si je perds tout d'un coup, bah, ça veut dire que je dois perdre le cloud, mon NAS et mon serveur. C'est quand même peu probable. Voilà, dans le contexte, aujourd'hui, quand même, perdre les trois en même temps, sauf une attaque nucléaire majeure. J'ai dit que je parlais pas politique, mais normalement, ça devrait pas arriver. Voilà. Alors, du coup, hein, excusez-moi, je vais relire ce que je disais en même temps, mais du coup, je réfléchissais aussi. Alors, j'ai tout installé directement sans virtualisation. Bah, et je dirais que c'est peut-être dommage, hein, mais ouais, bah, après, quand c'est fait, hein. Donc, c'est Debian comme système. Bon, ok. Je ne touche quasiment jamais au système. Alors, qu'est-ce que t'entends par ne jamais toucher? Tu fais les mises à jour quand même ou pas? Parce que c'est une question. Donc, voilà, mais je fais souvent des pushes sur GitLab. Mais du coup, pour toi, GitLab, il est installé sur le même serveur ou pas? Parce que c'est quand même... là, pour moi, c'est pas très clair. Et ensuite, il y a une base de données SQL, des trucs qui sont redéployés de temps en temps sur Tomcat. Ok. Bah, du coup, Tomcat, GitLab et les données SQL sont sur la même machine. C'est juste là, c'est ma question. Donc tout est installé sur la même machine. Bah du coup, même si tu pushes sur GitLab, si tu perds la machine, tu perds tout. Même ce que tu as pushé, du coup. Donc là, potentiellement, tu as un risque. Donc là, clairement, il y a plusieurs possibilités. C'est-à-dire que si ton GitLab te suffit, dans le sens que si par exemple, tes logiciels que tu as installés à côté, ta base de données, bah, la base de données, elle ne sera pas backupée dans GitLab, ça c'est sûr. Donc il faudra peut-être faire un script à côté pour backuper. Mais tu peux normalement, si tu veux sauvegarder tout ton code source,
tu peux avoir une méthode très simple, dans le sens que GitLab, aujourd'hui, il intègre déjà un système de backup de base. Donc, tu peux intégrer soit un S3, un serveur de objet S3 externe. Donc, déjà, je crois AWS, il est déjà complètement intégré dans GitLab là-dessus. Donc, tu pourrais avoir en fait GitLab qui automatiquement se backup sur un S3. Donc, au pire des cas, tout ce qui est sur le GitLab sera sauvegardé en externe. Donc, si tu perds ton serveur, tu peux restaurer GitLab très rapidement. Et ensuite, bah, ce qui te manque, c'est ta base de données. Mais du coup, potentiellement, si tu fais la même chose et que tu fais un script automatique qui fait un dump de ta base SQL et qu'il envoie une copie dans AWS, bah, normalement, je crois que tu as fait le tour, hein, techniquement. Sauf erreur de ma part, hein. Voilà, en tout cas, si t'as que ça comme sauvegarde, c'est clairement, tu peux traiter ça en moins de deux. C'est-à-dire qu'après, globalement, tu sais que tu vas devoir te retaper l'installation du serveur. Après, c'est là où intervient Docker à mes yeux, hein. C'est que Docker peut te solutionner pas mal de problèmes de ce genre, hein. C'est-à-dire que tu peux rebuild, tu as les images qui sont sauvegardées. Si tu fais une sauvegarde de GitLab qui est plutôt complète, normalement, si tu utilises Docker, hein, tu vas avoir tu peux intégrer ton générateur d'images directement dans GitLab. Et donc, en fait, quand tu fais une backup de GitLab, tu fais une backup aussi de tes images pour Docker. Donc, de fil en aiguille, tu peux vraiment sauvegarder quasiment l'ensemble de ton système en moins de deux, quoi. Et du coup, à partir de là, comme tu as déjà sauvegardé tes images, tu as sauvegardé GitLab, tu as sauvegardé ton code source, bah, il reste plus qu'à backuper ta base de données. Et normalement, bah, tu peux tout restaurer parce que tu as les images système, tu as les éléments. Après, tu as peut-être des fichiers que tu as pu stocker sur ta machine. Mais d'un côté, normalement, tu sais à peu près où ils sont. Enfin, et du coup, ça, tu peux les backuper aussi. Mais je te recommande quand même vivement d'avoir une sauvegarde externe. Et voilà, je pense que ça peut être intéressant. Il y a un RAID 10 sur le serveur, je pense mettre les backups dessus. Bah oui, mais le problème c'est que si tu, par exemple, admettons, ton RAID, t'as un RAID 10, ok, je pense que t'as un contrôleur de RAID, je pense. Enfin, sauf erreur de ma part, mais je pense que tu as un contrôleur de RAID sur la machine. Donc, du coup, si ton contrôleur crame, bah même si tu le remplaces, je suis pas sûr que tu trouves exactement le même. Et du coup, qu'il soit compatible avec la façon dont le RAID a été construit. MDADM. Alors attends, MDADM, c'est quoi du coup? Parce que là, comme ça, à froid. Parce que moi, j'utilise des raids matériels au taf, donc je m'embête pas à le virtualiser en général. MDADM, du coup. Oui, d'accord, donc c'est du raid logiciel. Ouais, du coup, ouais, clairement, ça peut marcher comme ça peut, tu peux quand même perdre tes données. Il y a quand même plus de risques avec un RAID logiciel qu'avec un RAID matériel. Parce que normalement, ouais, c'est mieux, c'est mieux géré. Moi, après, je te dirais que le RAID, effectivement, est une sécurité, c'est une certitude, mais il te protège pas de tout. En particulier si c'est la machine qui crame, quoi. Par exemple, tu as une surtension due à l'alimentation qui a cramé, ça peut te cramer tout d'un coup. Et là, raid ou pas raid, t'as quand même tout perdu. Ça change rien. C'est en général, clairement, backup, c'est forcément, enfin, toute backup, enfin une vraie backup, c'est forcément externe. Parce que si elle n'est pas externe, ça sert à rien. Bah, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est plus, en fait, quand tu fais du backup de données, on considère que c'est externe parce que si ça reste interne, c'est plutôt du versionning que vraiment de la sauvegarde. C'est juste que tu versionnes ton truc pour dire, bah voilà, j'ai un historique de configuration d'éléments qui est sur la même machine. Mais dès qu'on parle de backup, en général, ça sous-entend qu'on est sur une autre machine, ou tout du moins que les données sont sauvegardées sur une autre machine. Après, comme je disais au tout début, ça peut être de la backup pure et dure, comme ça peut être aussi de la duplication. Après, du coup, donc, parce que du coup, j'ai qu'un seul serveur.
Les solutions possibles, ce serait de télécharger le backup sur un PC manuellement. Bah, tu peux effectivement faire des backups manuels, mais ça sous-entend que du coup tu fasses l'action toi-même à la main, ce qui est chiant et assez répétitif comme manipulation. Mais du coup, ce qui peut être envisagé pour gérer tes backups, c'est, comme je te disais, c'est que soit tu utilises des fonctions internes du logiciel, donc pour sauvegarder le plus important, c'est ton code source. Donc du coup, backup GitLab en externe, en S3, c'est de mémoire. En quelques lignes de commande dans le fichier de conf de GitLab, ça peut, voilà, c'est en une demi-heure, une demi-heure, une heure, ça peut être bouclé. Et tu as une backup automatique de tout ton GitLab sur un S3. Et un S3 comment dire, un S3 chez Amazon, tu vas t'en tirer à un prix, je dirais pas dérisoire, mais voilà quoi. C'est, à mon avis, si t'en as pour 1 euro par mois, c'est vraiment le bout du monde quoi. Voilà. C'est, on n'est pas sur quelque chose de très, très lourd. Mais après, effectivement, comme tu as une machine comment dire, en système de base, effectivement, tu prends toujours le risque d'avoir des difficultés de redéploiement. C'est surtout ça en fait. C'est pour ça que en général, aujourd'hui, en fait, petit à petit, la virtualisation, c'est une des raisons, parce que du coup, la virtualisation fait que tu as forcément une image de ton système. Donc, même si ton host change, ça ne change rien à la machine virtuelle. Donc ça, c'est le gros avantage. Donc Proxmox, par exemple, si tu as backupé toutes tes images, tes VM, bah, même si tu changes de serveur, tu fais importer la backup, pouf, voilà, c'est fini, quoi. Et ta machine, tu la relances et basta. Donc c'est rapide, efficace, tu peux versionner, tu peux gérer tout l'historique. Voilà, Alors, est-ce que c'est possible de prendre le système actuel et de le virtualiser? Alors, là comme ça, je dirais qu'en théorie, oui. En pratique, ça va être très compliqué. En pratique, oui. J'ai déjà fait. J'ai pris une machine avec un logiciel, tu prends... comment il s'appelle déjà? Ah, je crois que c'est Gparted, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr que c'est lui qui le fasse. Ou c'était Clonezilla. Non, c'était Clonezilla, voilà. Avec Clonezilla, normalement, tu avais moyen de faire une copie d'une image disque. Voilà. Et quand tu as fait cette copie d'image, tu peux normalement, Proxmox et VMware, ils ont un logiciel en fait pour convertir l'image disque en tant qu'image de machine virtuelle. Donc techniquement, c'est faisable. C'est juste que tu risques de galérer un peu. Mais c'est faisable. Mais du coup, c'est vrai que moi, c'est une des raisons de pourquoi j'avais commencé directement sur des machines virtuelles. Enfin, quasiment directement. C'est vraiment pour ça. Alors, ok, donc c'est risqué. Bah, c'est le problème que tu as, c'est que dans le sens que si tu veux, pour tester, tu vas devoir faire une copie d'image de ton disque, formater le serveur, réinstaller Proxmox, convertir l'image et ensuite tester. Alors effectivement, je dirais que c'est risqué. Bah, en général, comment dire? Moi, c'est vrai que en général, quand j'ai fait ce genre de manip, en fait, la machine originale, je la gardais en fait. Parce que c'était une copie, je faisais une copie pour ensuite la virtualiser. Mais du coup, la machine d'origine, j'avais toujours la machine d'origine à côté et je faisais en sorte de ne pas y toucher. Et du coup, même si je ratais mon coup, bah, je pouvais retenter parce que j'avais toujours la machine à côté. Là, toi, dans ton cas, sauf si tu rachètes un deuxième serveur, ce qui est à mon avis pas le but, ouais, tu risques de... Ça peut être risqué, dans le sens que si ça a merdé, t'as quand même tout perdu. Ce qui est pas top, je te l'accorde. Mais théoriquement, c'est possible. Après, l'autre possibilité que tu as, et ça, c'est si tu as une Debian, c'est possible, c'est que tu installes Proxmox, par exemple, sur ta Debian de base. Alors, c'est pas totalement recommandé par Proxmox, mais théoriquement, c'est faisable aussi. C'est que tu peux installer, en fait, Proxmox sur une Debian de base,
Normalement, il devrait pas trop changer les choses. Et ensuite, du coup, tu mets en place, tu crées ta machine virtuelle et tu migres au fur et à mesure ce que tu veux dedans. Ça peut être aussi une solution. Mais effectivement, si ta machine, par exemple, bah, je sais pas trop dans quel état est ton serveur, mais si par exemple tu évites certaines mises à jour parce que en fait tu sais pas trop si ça va pas te la planter ou pas, bah ouais, c'est chiant. Tu risques de, tu prends des risques d'installer un logiciel aussi lourd que Proxmox, hein, parce que c'est quand même pas rien hein, de faire toute la gestion de machines virtuelles avec le sous-réseau virtuel, etc., etc. C'est un élément que on peut pas faire prendre à la légère. Voilà. Et du coup, sur un système qui est pas totalement à jour, ah ouais, j'avoue, je tenterai pas non plus. Voilà. Alors, actuellement, la machine est en train de rendre l'âme, et c'est pour ça qu'on se pose la question. Mais il sera remplacé d'ici 2 mois. Ah, oui, vu comme ça, tout de suite, c'est différent. Bah, moi, je te dirais, là, comme ça, à froid, enfin, si t'as l'intention de racheter une machine, bon, là, je t'avouerai que tu fais des backups, hein, tu peux commencer à faire des backups à la main, histoire de dire, au moins t'es tranquille. Et à partir de là, au moins tu te safes un peu, même si tu risques de perdre, par exemple, si tu fais par exemple une backup de ta base de données, de GitLab et des fichiers stockés par tes logiciels. Parce que par exemple, si tu, je sais pas ce que tu héberges exactement. Donc je peux difficilement te dire, mais si par exemple tu as un site qui génère des fichiers ou dans lequel des gens peuvent uploader des fichiers, bah, tu as forcément 2-3 dossiers à sauvegarder. Mais du coup, si tu as une backup de GitLab, une backup de la base de données et une backup des fichiers, on va dire, uploadés, normalement, même si tu perds tout, tu as toujours quand même le gros de tes données. Normalement. Enfin, je pense pas. En tout cas, je pense pas qu'il y a un risque énorme. En tout cas, tu peux le faire à la main, que ça devrait pas être, ou le scripter au moins, voilà, ça peut se faire. Et du coup, attendre que tu as la machine, la nouvelle machine qui arrive. Et du coup, peux te recommander un site de, de vente de matériel d'occasion, entre guillemets, hein, mais qui du coup est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Je me dis que ça pourrait t'intéresser. Mais du coup, si tu as cette machine qui arrive, à partir de là, bah, tu peux tenter de faire la manip que j'ai faite, c'est-à-dire de faire un clone de ta machine actuelle, de la convertir dans le format prévu par Proxmox ou VMware si tu es plutôt team VMware. Et du coup, ensuite, tu récupères cette image et tu la déploies sur une machine virtuelle. Et du coup, normalement, bah, si tu mets à jour un peu, bah, ça devrait marcher en fait, hein. Bonjour à Mitsun. Mitsun. Bienvenue dans le live. Donc effectivement, pour reprendre le sujet de la backup, du coup, oui, tu peux. À mon avis, je pense que bon, ta machine, je sais pas, je sais pas ce que tu entends par commence à rendre l'âme. C'est quoi le problème exactement? C'est le fait que c'est pas à jour et que du coup elle plante de temps en temps, ou c'est vraiment parce que il y a des surchauffes et qu'elle se met à friser de façon intempestive? Ouais, donc effectivement, si elle commence à planter de façon intempestive, ouais, effectivement, ça sent mauvais. Si c'est juste parce qu'il n'est pas à jour ou parce que... voilà, c'est une chose différente, quoi. Donc elle crache au bout de... ouais. Alors... alors non, vous allez être surpris, hein. Attends, je vais juste vérifier, mais je crois que c'est ça. Normalement, c'est... le site, il s'appelle... serveur-occasion.com. Voilà. Donc donc le site s'appelle ISO et c'est serveur occasion. Alors j'ai acheté 3 serveurs chez eux. Pour l'instant, j'en suis content. Ouais, ça marche très bien. C'est très bonne qualité. Et je me suis pris bah, l'exemple typique, hein, c'est que là actuellement, j'ai acheté en fait 3 serveurs avec 2 processeurs
2 processeurs de 20 cores 40 threads, qui font du 3 GHz de base. Et j'ai pris une machine avec 128 Go de RAM. Et ils fournissent de base 4 disques durs de 300 Go. Voilà. Du coup, j'ai eu cette machine, donc une machine, et je l'ai eu à 710 euros TTC, je crois. Enfin, ou 750. Après, sinon, j'étais autour des 800 euros hors taxe. Enfin, non, 800 euros TTC et 710 euros hors taxe. Et du coup, bah franchement, 710 balles pour un serveur de ce genre. Donc après, j'ai contacté le gars. Donc j'ai eu une longue discussion un peu. Bah, c'est quoi leur marché, quoi, et comment ils fonctionnent en fait, et c'est quoi le concept. Donc bah là, alors, je fais de la promo sans. Voilà, mais c'est pas nouveau, hein. Si ça vous intéresse, j'avais vu. Il y avait une vidéo de. Comment il s'appelle déjà euh, Code Admin, ou voilà, c'est un YouTuber. Et il disait la même chose, et c'est ça qui m'a poussé un peu en fait à tenter ce truc-là. C'est qu'effectivement, en fait, beaucoup de sociétés. Pourquoi ça existe, ce genre de site? C'est parce que c'est pas le seul, hein, sur le marché. Mais eux, ils sont en France, donc c'est mieux. Mais du coup, en fait, c'est des sociétés qui se sont construites sur en fait des entreprises qui, eux, en fait, ont des assurances, des garanties de service, machin, etc., qui obligent d'avoir du matériel sous garantie. Donc, du coup, comme c'est du matériel, ils sont obligés d'avoir du matériel sous garantie. C'est-à-dire que comme le matériel est garanti 4, 5 ans grand max, je crois que même c'est que 4 ans, je crois, dans les serveurs. Bah du coup, en fait, au bout de 4 ans, que le serveur est servi, pas servi, etc., hop, il est directement bazardé. Et du coup, quand j'ai discuté avec eux, bah en fait, le gars il me disait, c'est qu'en gros, tous les serveurs de prod, il les désosse complet. Donc voilà, il n'y a pas de débat. Il récupère, en gros, il récupère ce qu'il a récupéré et basta. Et en fait, ils revendent, les serveurs qu'ils revendent, en fait, c'est des serveurs qui étaient des serveurs secondaires. En fait, c'était les serveurs de backup, enfin de secours, qui du coup ne tournaient jamais. Et du coup, ça, ils les revendent parce que bah ils ont quasiment jamais tourné. Et du coup, quand tu complètes avec une vidéo que je recommande, c'est Code Admin, hein, je crois aussi, qui a fait une vidéo sur le data center de Infomaniac. Donc j'arrive à recaler Infomaniac quand même. Mais du coup, il avait fait une vidéo sur les data centers d'Infomaniac. Et eux, en fait, ils font tirer leur serveur jusqu'à 15 ans. Et 15 ans, hein, pour une durée de vie de serveur, c'est énorme. C'est juste énorme, en fait. Donc je me dis quand même que, bah, vu que j'ai des serveurs aussi au taf qui ont quand même quelques années maintenant, je crois que j'en ai un qui doit avoir 7-8 ans, je crois, et qui marche toujours à peu près correctement. Moi, j'ai toujours peur qu'il me plante dans les mains, mais voilà. Mais globalement, voilà quoi, ça se joue quoi. Ouais, j'avais partagé la vidéo bah, c'était pas cette semaine, je crois. C'était quand même il y a 2 semaines, je pense, 2-3 semaines même. Mais en tout cas, ouais, il y avait une vidéo sur la visite d'Infomaniac et les gars, en fait, là-bas, un serveur, ça fait 15 ans, quoi. Donc quand tu vois que les serveurs, au bout de 4 ans, ils sont mis en vente 10 fois moins cher, ouais, ça vaut le coup quand même, hein. T'es là, ouais, quand même, ouais. 700 balles pour un serveur 40 threads, 128 Go de RAM. Et encore, hein, je pense que j'aurais pu mettre plus que. Voilà. Donc en plus, ils te mettent des disques durs de 300 Go, mais c'est des disques durs SAS 15K. Donc ouais, c'est des disques durs qui bombardent, quoi, hein. Donc non, c'est franchement. Là, je teste, j'ai pris 3 serveurs chez eux, en fait, parce que bon, à 710 euros le serveur, hein, j'en ai pris 3 quoi. C'est franchement, voilà, au moins je suis tranquille pour un petit moment niveau capacité de serveur. Et du coup, alors, j'en ai pas pris 3 personnellement, hein, j'en ai pris 3 pour le taf, hein, parce que moi, j'ai pas les sous. Mais du coup, effectivement, je vais pouvoir tester, les faire tourner un peu, pour les bencher un peu. Et effectivement, bah, s'ils tiennent le choc, de toute façon, au pire, j'en ai un qui crame. Comme je vais faire en sorte que tout soit backupé entre les différentes machines, parce que j'aurai toujours une redondance de données entre les différents serveurs,
et s'il y en a un qui crame, bah, il y en a un qui crame, quoi. Voilà. De toute façon, il y a les 2 autres qui vont prendre le relais, en répartition de charge, puis basta. Et puis du coup, s'il y en a un qui crame, bah, j'en rachèterai un, d'occasion, qui me coûtera quand même, 10 fois moins cher que si j'en achetais un neuf et du coup, bah, voilà, quoi. Donc clairement, moi, c'est comme ça que je le vois. Après, du coup, Crucui, tu me demandes, tu recommandes quoi comme marque de serveur? Bah, alors je te dirais comme ça, IBM, faut abandonner. Aujourd'hui, ça n'a plus aucun intérêt d'acheter de l'IBM, dans le sens que IBM n'existe plus en tant que revendeur de serveurs à proprement dit, parce que c'est Lenovo qui a racheté l'ensemble de la branche. Donc ça veut dire que si tu achètes de l'IBM, bah ça veut dire que c'est des machines qui ont forcément plus de quasiment 10 ans en fait, parce que ça, je crois que Lenovo, ils ont été rachetés il y a ouais, à peu près 10 ans. Donc voilà, tu sais que c'est des machines qui sont assez anciennes. Donc aujourd'hui, je te recommanderais plutôt du HP ou du Dell. Bon, aujourd'hui, là, dans l'offre qui était la plus intéressante chez eux, là, actuellement, en stock, ils avaient du Dell qui était vraiment pas mal. Mais les HP se valent aussi, hein, voilà. Donc, j'ai pas de... Voilà. Et le Novo, je crois qu'ils en ont pas beaucoup, en fait, chez eux. Mais sinon, après, moi, au taf, actuellement, j'ai de l'HP et du Dell. Voilà, plus de Dell que d'HP, quoi, voilà. Mais du coup, ouais, c'est clairement... moi, je recommande ce site-là, quoi. En tout cas, si t'as envie de t'acheter du matériel serveur à bas coût, sans te ruiner, franchement, là, t'es presque capable de t'en acheter deux pour le prix d'un. Parce que moi, j'ai pris un serveur pour le taf à 700 balles, mais ils vendent aussi des serveurs à 400 ou 500 balles, hein. Donc, pour 1000 balles, tu peux t'en achètes deux. Donc, du coup, tu peux te faire des backups, machin, etc. Après, tu peux t'amuser comme un fou. Enfin, moi, je m'amuserais comme un fou. Mais donc du coup, ouais, ça ouvre des possibilités que j'avais pas pu envisager à une époque. À l'époque, je me disais, putain, si déjà j'ai deux serveurs, waouh, génial. Voilà. Là maintenant, j'en ai 5, enfin 6, avec le NAS, parce que au taf, j'ai pareil, j'ai un NAS, les serveurs de prod, voilà. Donc du coup, oula, t'as 1500 balles, tu me conseilles quoi? Ah bah, avec un budget de 1500 balles, ouais, hein, tu peux commencer à te faire plaisir, hein, mais ouais, je vais peut-être pas te faire une offre là de suite, hein, parce que bon, alors je tiens à préciser si tu veux regarder en dessous du live dans le dans les disclaimers de ma chaîne, voilà, je ne porte aucune responsabilité. Ouais, je préfère le dire. Ah bah tiens, ils ont eu un nouvel arrivage, j'avais pas vu, tiens. Bah voilà, ils ont les deux. C'est exactement ce que je disais. Ils ont ainsi un serveur à 1500 balles qui est arrivé, qui est quasiment neuf. Mais il y a que 32 gigas, mais c'est un Xeon. Il y a un seul Xeon dedans. Bon, il est pas top en fait, hein. Et après, sinon, t'en as un à 500 balles. Voilà, c'est le R620. Bah, je crois que j'ai dû prendre le même. Quad-core E5, quoique, c'est pas tout à fait celui-là. Euh... A-core. A-core. Ah bah, je crois qu'ils en ont plus, ceux que j'ai. Ah si, il est là, 720. Serveur Dell Power, le R620, 2 Xeon 10 Core, 64 Go. Donc moi j'ai demandé de passer à 128. Voilà, c'est... Et du coup, bon, en tout cas pour l'instant, je les ai pas encore totalement testés. C'est en cours de test. Donc je peux te dire, hein, je verrai à ce moment-là. Mais du coup, pour l'instant, à ce prix-là, voilà, tu peux t'en prendre deux. Voilà, ça fait le boulot. En plus, tu peux les augmenter et les gars, je crois que ça coûte, je crois que c'est pour passer de 64 à 128, je crois que j'ai payé 80 € par serveur. Donc voilà, tu peux monter un peu plus. Voilà quoi, c'est faisable. Après, clairement, il y a une question qui se pose, hein. Est-ce que l'ancien serveur est vraiment HS ou pas? Parce que du coup, tu pourrais en prendre qu'un seul et garder un peu en secours l'ancien serveur que tu utilises comme backup, etc. Et du coup, bah, le jour où celui-là il crame, tu le remplaces par un autre et tu fais un cycle de machines comme ça. Ça peut, en tout cas, tu peux l'envisager comme ça aussi.
Mais en tout cas, c'est clairement, c'est bah, moi, en tout cas, je suis assez d'accord avec la vision qu'avait dit CodeAdmin dans une de ses vidéos là pour dire que le cloud, c'est pas forcément la solution miracle, parce que je crois que c'était ça la vidéo. En tout cas, c'était pas, je crois que c'était enfin les bonnes raisons de ne pas utiliser le cloud ou un truc comme ça, je crois. Et du coup, effectivement, je suis assez d'accord pour dire que des fois. Bah, c'est quand même plus simple finalement d'acheter des serveurs moins chers avec lesquels tu te blindes sur les backups plutôt que d'acheter du neuf ou de se lancer dans le cloud où ça va te coûter 2 fois plus cher, quoi. Enfin, même 10 fois plus cher parce que là, t'imagines que bon, j'ai acheté les machines là comme ça en loose day à 720 balles sans vraiment trop pousser la négoce, quoi. Parce que bon, 3 machines, ouais, ils s'en foutent un peu. Si t'en prends 10, à mon avis, t'as moyen de gratter, quoi. Donc quand t'as une grosse boîte, je pense que t'as toujours moyen de gratter, quoi. Donc tu peux toujours avoir, en fait, un noyau dur de machines à jour, hein, enfin, récentes et sous garantie. Donc, et là-dedans, tu vas gérer, tu vas mettre une copie de tes données safe, etc. Et à côté de ça, du coup, tu prends des machines, comment dire, des consommables, que tu vas, dès qu'il y en a une qui est cramée, bah, tu la jettes et t'en mets une nouvelle, quoi. Alors du coup, niveau bruit, c'est comment? Là, si tu prends des serveurs en mode, comment dire, rack 1U ou 2U, c'est bruyant. Ouais, là, je le dis d'avance, c'est pas des machines qui sont conçues pour être silencieuses. Je le dis d'avance. Clairement, c'est de la machine serveur, donc les serveurs, ça fait du bruit. C'est voilà, y a pas. Ah oui, oui, si tu mets un serveur dans le salon, là, celui-là, il va pas être discret. Vraiment pas. Voilà, là, je peux le dire d'avance. C'est pas discret comme serveur. C'est pas l'objectif. Bien au contraire. Là, l'objectif de ce genre de machine, c'est vraiment d'être performant, ventilé, etc. Quand tu... Alors, je sais pas, ils ont pas mis de photos, parce que moi, je les ai ouverts là, pour installer des cartes réseau dessus. J'ai bien rigolé quand même, hein, parce que c'est une turbine, le machin. Il y a, je crois, c'est 8 ou 10 ventilateurs alignés dans la machine, là, sur le rack 1U, là, que vous voyez. Donc, bon, un U, c'est ça, hein. Donc, c'est pas épais, hein. Voilà, donc, dedans, en fait, il y a 8 ventilateurs alignés directement en tube façade pour aspirer l'air devant et pousser derrière, quoi. Ouais, des petits ventilateurs comme ça qui tournent à balle, ouais, ouais, ça fait du bruit. Ça, j'ai pas de doute du tout. Voilà, c'est pour avoir la turbine que j'ai au taf, ouais, ouais, c'est hyper bruyant. Voilà, voilà, faut pas se leurrer, même si effectivement, j'ai le NAS, donc qui est un 3U, je crois. Donc ouais, tout de suite, il est un peu plus costaud. Bon, quand je l'arrête, on voit la différence, hein. Donc les machines, les serveurs comme ça sont moins bruyants que mon énorme NAS QNAP. Mais bon, ça n'empêche pas que ça reste quand même bruyant. Mais du coup, bon, c'est un choix. Moi, par exemple, j'ai une pièce à côté et mon serveur est dans la pièce d'à côté. Donc du coup, il peut faire du bruit, ça me gêne pas. Voilà. Mais voilà. Après, je crois que chez eux, ils font aussi hein, des machines un peu plus classiques. Parce que je crois qu'ils font des versions Tour. Mais pas sur la marque Dell. Je crois que ça doit être sur HP. Je pense que c'était HP. Après, bon, ils ont quelques machines qui font beaucoup rigoler quand même chez HP. Là. Ils ont des machines de bourrin, quoi, des 4 rues, quoi. Les trucs. Ils acceptent je sais plus combien de ports, enfin de disques durs. C'est assez hallucinant. Et du coup, ils ont des machines. Ouais, ils ont quelques machines, des workstation serveurs là. Ça, je sais pas à quel niveau de bruit ça va tourner en fait. C'est un peu au bonheur la chance quoi sur ce genre de machine. Celui-là comme ça, ouais, c'est serveur HP workstation. Bah, je suis pas sûr que ce soit vraiment un serveur en fait le machin, mais
Du coup, il y a un Xeon, 16 Go, ouais, bah, c'est pas non plus, c'est pas foufou quoi. Donc je vais mettre Windows 10 dessus, donc c'est pas forcément du serveur. Donc ouais, ouais, à voir, parce qu'effectivement, c'est peut-être pas les machines les plus recommandées pour être dans un salon. Voilà, c'est du serveur pro quoi. C'est du serveur pour être serveur. Bref, voilà quoi. En tout cas, c'était ma recommandation. Ouais, j'y gagne rien, hein, je vous donne juste mon expérience. Après, pour les autres spectateurs, du coup, n'hésitez pas, hein, n'ayez pas peur de poser des questions si vous le souhaitez, sur divers sujets. Je serais ravi d'y répondre. Donc, autre question, donc 4013, c'est quel outil que tu utilises pour que si une machine meurt, les autres prennent le relais? Ça fonctionne si c'est deux serveurs dans deux apparts différents. Alors, oula, tu me demandes des choses particulières. Alors, le truc c'est que Proxmox en particulier a un outil de gestion de charge intégré. Donc, enfin intégré, il faut l'activer, mais il y a un module qui permet de gérer dynamiquement la charge. Donc ça, c'est un premier niveau qui se fait à la phase de virtualisation. Moi, au taf, j'utilise pas ça. Enfin, je n'ai pas vocation à utiliser ça. Aujourd'hui, je vais utiliser l'ensemble des machines en parallèle. Et du coup, je ne veux pas m'emmerder. En fait, je vais faire un template d'image système. Et du coup, je vais faire un template d'une image système basée sur Docker. Et du coup, c'est dans Docker que je gère la charge en Docker Swarm. Donc parce que j'utilise du coup, je n'utilise pas la gestion de charge des machines virtuelles. J'utilise la gestion de charge de Docker Swarm, qui est du coup deux choses bien différentes. Bon, sachant que j'ai quand même toutes les machines qui sont sauvegardées, quoi. Mais normalement, tu as un système de basculement à chaud en fait des machines. Et du coup, comme toutes les machines, parce que Proxmox en fait, tu peux le faire fonctionner en cluster. Et du coup, si tu connectes un cluster et que tu crées des machines virtuelles en tant que machine à haute disponibilité, bah du coup, automatiquement, s'il perd un des clusters et qu'il était au courant qu'il y avait cette machine qui était lancée dans le cluster qui est perdu, bah, automatiquement, il va redéployer en fait les machines de l'autre cluster pour les redéployer sur l'infra sur laquelle il est connecté. Mais je t'avouerai que cette fonctionnalité-là, je ne l'ai pas utilisée. Peut-être que je l'utiliserai un jour, parce qu'au final, ça aurait du sens, hein, en fait, hein, parce que là, aujourd'hui, comment dire, j'ai pas de... Je vais vérifier un truc, mais ouais, j'avais pas l'utilité, parce que j'avais que deux machines, et que du coup, de toute façon, si j'en perdais une, j'avais quasiment plus rien qui fonctionnait de toute manière, même si je faisais une gestion de charge, parce que j'avais pas assez de ressources pour encaisser l'ensemble des machines. Peut-être que là, je l'utiliserai, mais même là, c'est pas trop sûr, parce qu'au final... bah, Docker Swarm, ça peut très bien fonctionner comme ça, donc je me dis que je vais peut-être pas embêter. Mais du coup, je te dirais que ce qui pourrait t'intéresser quand même, c'est de travailler sur Docker. En tout cas, ça peut être une recommandation, parce que c'est l'air du temps, déjà, parce que Docker est de plus en plus utilisé. Et clairement, ça peut grandement faciliter la gestion des données, des sauvegardes, le déploiement automatique, la gestion de charge, même le multi-instance à distance, ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. En tout cas, moi, c'est ce que j'utilise et c'est pas mal. Mais normalement, souvent, en fait, dans les outils de virtualisation, ils ont déjà un module. Enfin, soit ils vendent des modules pour les solutions payantes, soit c'est, bon, Proxmox, ils ont une version inclue, mais du coup, ça nécessite d'avoir Ceph, qui est un outil de stockage en cluster, au même titre que Proxmox, qui du coup permet de backuper automatiquement enfin de dupliquer les données sur chaque instance, et en même temps du coup de gérer à chaud plus facilement la migration à chaud en fait des machines sur les diverses machines. C'est-à-dire qu'en fait du coup c'est effectivement beaucoup plus simple
avec des machines qui ont forcément une copie de ce que font les autres. Forcément, tu redéploies beaucoup plus vite. Mais du coup, là, effectivement, c'est à expérimenter, parce que moi, effectivement, bon, ouais, j'ai des moyens relatifs, que ça soit sur du matériel perso comme sur le matériel professionnel. Donc, du coup, aujourd'hui, je découvre un peu petit à petit. Donc voilà. J'espère avoir répondu à tes questions. Ouais, voilà. Bah, du coup, je sais pas trop si... parce qu'au final, je pensais que je couperais plus court que ça, mais au final, ça va, ça... j'arrive à tenir autant de temps. Alors, du coup, autre question, 4013, mais du coup, avec Docker, il faut lui dire quoi installer et comment le configurer. Bah, ça dépend. Je reviens sur un cours que j'ai fait il y a pas longtemps à mes alternants, mais effectivement, Docker, en fait, tu vas te retrouver avec... tu as une partie des solutions que tu utilises où tu as déjà, en fait, des images qui sont préconçues pour ça. Par exemple, tu prends Tomcat, tu prends Apache, Nginx, etc. Tu as déjà des machines préexistantes. En fait, tu as déjà des images préexistantes. Donc, en fait, tu vas juste les déployer et les personnaliser. Dans le cas de Tomcat, par exemple, effectivement, tu auras une image Tomcat dans laquelle tu pourras choisir. En fait, tu pourras choisir l'image en fonction de divers critères que tu peux retrouver sur le Docker Hub officiel, où en fait tu vas choisir quel JDK ils utilisent, quelle version de Tomcat. Donc tu peux, as toutes les combinaisons en fait des différents façons et les différentes versions de Java. Donc soit le Java officiel, soit le OpenJDK, soit voilà, tu as vraiment le choix des diverses de compilation de l'image de Tomcat. Et du coup, ensuite, bah, tu as directement accès au dossier de paramétrage, tu peux personnaliser la config, tu peux rajouter des fichiers WAR, je crois c'est ça, hein, pour Tomcat, pour déployer tes solutions. Donc après, tu as juste un Docker qui va déployer Tomcat, et du coup, tu mets ton dossier avec l'ensemble de tes fichiers WAR, etc. Et c'est bon, quoi. Et il va te le déployer, il va te les déployer automatiquement. Donc ça, c'est faisable avec Docker. Au même titre que du coup, comme tu sais ce que tu sauvegardes et que du coup tu crées un dossier spécifique pour tes fichiers manipulés par Tomcat, bah du coup tu sais quoi sauvegarder aussi. Et du coup il existe aussi des logiciels comme... alors comment il s'appelle déjà? C'est GlusterFS qui du coup lui permet d'installer un GlusterFS sur chaque machine sur laquelle tu as des données. Et du coup, tu vas lui dire comment synchroniser les données entre les différentes machines avec un GlusterFS d'installer. Donc un service, un Docker différent. Alors, dans l'idéal de fonctionnement de Docker, c'est ce qui est souhaité. Effectivement, un Docker, un service. Il y a des solutions qui font une image Docker avec tout compris, all in one. Voilà, ça se fait aussi. Alors, je dirais pas que c'est moins recommandé, c'est juste que du coup, c'est plus user-friendly quoi, pour les solutions all-in-one pour faire des tests ou pour bah, les petits bidouilleurs que nous sommes pour déployer des solutions assez rapidement et facilement quoi. Donc, l'exemple typique, un GitLab, voilà, pour ne citer que, ils ont un Dockerfile et un Docker Compose surtout, qui est un all-in-one. Voilà, en gros, tu as deux trois trucs à déclarer, basta quoi. Et ça te déploie tout automatiquement, tu as l'ensemble du système, et du coup, voilà, c'est très simple à manipuler, assez facile à maintenir, et du coup, tu fais les mises à jour aussi assez facilement. Et du coup, l'avantage de Docker, c'est que bah, si tu as un Docker qui plante, ça perturbe pas les autres Docker. Ce qui est quand même un sacré avantage. Contrairement à une machine qui contient toutes les solutions, c'est que potentiellement, une mise à jour de l'un peut planter l'autre. Et là, t'es bien emmerdé. Moi, je suis devenu un fan de Docker, en fait, au fur et à mesure. Avec le temps, plus je travaille dans Docker, plus je suis fan
de ce système. À la limite, là par contre, ça peut mériter un live dédié. Parce que je commence à maîtriser un peu le sujet. Et encore, je pense que j'en suis encore très loin de le maîtriser, l'ensemble des arcanes de Docker. Mais je pense que je commence à maîtriser un peu le concept. Et du coup, ça peut faire un live intéressant, je pense. Ah, c'est compliqué quand on n'y connaît rien. Alors, qu'est-ce que t'entends par y connaître rien? Parce que vu que t'as déjà un serveur, que t'as déployé du Tomcat, que t'as déployé des logiciels, t'as déployé GitLab, etc. Dire que t'y connais rien, c'est peut-être un peu abusé, dans le sens que, voilà, je pense que t'as quand même quelques maîtrises de base de comment fonctionne un système Linux, des quelques commandes, etc. Ouais, donc t'as pas touché à du Docker ni de la virtualisation, mais tu sais comment, tu sais par exemple si tu cherches un fichier de conf ou tu veux savoir comment configurer GitLab, tu sais comment le faire. Donc normalement, Docker, tu devrais retrouver un peu tes petits. De toute façon, au pire des cas, tu peux tester sur ton PC perso et voir un peu comment ça marche. Ça peut être l'occasion de tester en local, du coup. Et après, si ça marche en local, bah tu sais comment le déployer sur un serveur. C'est l'avantage de Docker, c'est que tu peux faire ça n'importe où. T'es pas obligé de faire ça sur une machine, enfin, t'es pas obligé de le faire sur une machine dédiée, quoi. Tu peux voilà, ton fichier de conf, ton Docker Compose, s'il marche sur ton poste, il marchera sur le serveur. Bon, après, t'as Traefik que tu peux rajouter par-dessus, il y a plein de trucs qu'on peut rajouter pour faire en sorte que ça soit encore plus automatique, mais ça, c'est une autre histoire. Il y a plein de choses à découvrir. Mais je pense que ça... Enfin, en fait, ce qui est Docker, c'est techniquement, c'est pas compliqué. C'est juste qu'il faut comprendre le concept. Alors, ça communique comment entre deux Docker? Alors, ça dépend de ce que tu entends par deux Docker. Je suis pointilleux, mais c'est important. C'est dans le sens que c'est deux Docker sur la même machine host, ou quand tu dis deux Docker, c'est deux serveurs avec Docker installé dessus. Parce que là, c'est deux choses différentes. Vraiment différentes. Donc voilà, si tu me dis deux Docker sur la même machine, bah en fait, c'est du sous-réseau virtuel. En fait, Proxmox, c'est une couche, enfin, c'est une multicouche de réseau virtuel. Et du coup, bah en fait, il faudra juste déclarer un network. Oula, je tapais dans le micro. Il faudra déclarer en fait un network dans Docker. Et du coup, tu vas dire, bah, ce Docker, ce container est relié à ce network. Cet autre container est relié à ce network. Et du coup, bah forcément, comme les deux Docker sont sur le même network, bah du coup, ils se voient. D'accord, donc là, on parle bien de la même machine. Donc si t'es sur la même machine, c'est natif. Voilà, nativement, en fait, si tu les relis au même networks, comme j'ai dit juste avant, les deux machines vont se voir forcément. Voire même, ils vont très bien se voir dans le sens que le nom du container que tu auras déclaré sera le nom host de la machine dans le network virtuel qui a été créé par Docker. Donc ça simplifie considérablement la façon de configurer les fichiers, parce que tu peux directement nommer au lieu de mettre une IP locale ou de faire une full open sur, voilà, tu peux juste mettre un host qui est le nom du container que tu vas créer plus tard. Du coup, c'est plus facile à configurer. Mais du coup, oui, si tu crées un GitLab et que tu crées un Docker GitLab et un Docker Tomcat et que les deux sont reliés ensemble, enfin sur le même network, ils se verront mutuellement. Du coup, c'est pas si compliqué à mettre en place. En particulier si tu utilises Docker Compose. Alors là, Docker Compose, c'est une autoroute. C'est vraiment, tu mets à plat la façon de déclarer l'ensemble du service.
Bah, clairement, comme j'avais expliqué à mes alternants comment dire, pour comprendre Docker, Docker, c'est en fait la containerisation qui est voilà, que Docker, voilà, Docker est un des plus meilleurs représentants de la containerisation. C'est l'équivalent software de la virtualisation qui est, lui, pour le hardware. La virtualisation, c'est vraiment, bah, voilà, c'est de la virtualisation hardware. Et la containerisation, bah, c'est la même chose que la virtualisation, mais pour le software. Donc, du coup, il y aura un réseau virtuel, il y aura des machines, il y aura de la ressource CPU, RAM. Tu peux définir des limites de consommation du Docker. Voilà, tu peux limiter sa consommation de ressources, mais c'est à l'échelle du software. Donc la notion de hardware est totalement ignorée par Docker. C'est pas lui qui le gère, c'est le host qui le gère. Et du coup, si tu as plusieurs machines Docker et que tu les relis entre elles en swarm, parce que c'est une des options de Docker, bah du coup, automatiquement, il va déployer les machines là où il veut, là où il y a besoin, et basta. Donc là, si tu as deux machines, c'est vachement pratique. Mais ça apporte plein de contraintes. Là, je te dis que le swarm, c'est un poil plus complexe. Voilà, mais si tu as une seule machine et que tu veux déployer des services, bah c'est assez simple d'utilisation. Mais c'est effectivement, quand tu regardes les solutions aujourd'hui open source, etc., Docker est vraiment, vraiment de plus en plus utilisé. Parce que bah, c'est vachement pratique. Faut être honnête, hein, parce que l'énorme avantage de la containerisation des solutions, c'est que du coup, chaque container étant totalement isolé des autres, bah, du coup, tu peux avoir chaque solution à son environnement qui est parfaitement adapté à ce qu'il doit héberger. Ce qui est quand même vachement pratique, et je pense que tu as dû déjà te heurter à des mises à jour de package qui, bah, du coup, sont pas forcément compatibles entre eux. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une solution qui est moins à jour qu'une autre, et du coup, bah, il y a une solution que tu peux pas mettre à jour, parce que si tu mets à jour, tu plantes l'autre. Moi, en tout cas, ça m'est déjà arrivé, parce que, bah, ouais, bah, c'est comme ça, parce que chaque logiciel a un open source à son rythme de mise à jour, et quand il y a des gros correctifs majeurs sur des librairies de base, par exemple, quand il y a une faille majeure qui est découverte dans une librairie, bah effectivement, des fois, tu vas te retrouver avec des solutions qui mettent à jour très rapidement et d'autres solutions qui mettent du temps pour sortir la mise à jour. Et du coup, bah tu fais quoi? Si tu mets à jour, c'est bien, tu es à jour, mais du coup, tu as planté une de tes solutions. Et si tu mets pas à jour, bah t'es bien emmerdé parce que du coup, tu prends le risque de te faire pirater l'ensemble des solutions. Et là, l'avantage de Docker, c'est que du coup, bah, celui qui est à jour, bah, tu peux le mettre à jour sans problème. Et celui qui l'est pas, bah, t'attends qu'il y ait la mise à jour qui sorte. Voilà. Mais du coup, tu peux choisir d'attendre pour chaque Docker. T'es pas obligé de toujours attendre que tout le monde soit à jour pour faire la mise à jour. Ensuite, en 4013, je crois que j'ai Tomcat GitLab ISP config. Il me faut peut-être aussi pour la base de données, pour les runners de GitLab. Bah ça c'est déjà les runners, c'est pas compliqué, tu as déjà un Docker conçu par défaut. Donc c'est déjà pris en compte dans GitLab. GitLab est très bien intégré dans Docker. ISP config, là par contre je ne crois pas. J'ai pas souvenir que ISP config utilise Docker. Il y a pas de version Docker. Tomcat oui, ce que j'ai déjà utilisé. Donc oui, ça existe et ça marche plutôt bien. Et très personnalisable surtout. Et la base de données, sans problème, hein, que ce soit du Postgre, du MySQL, etc. Tu as déjà tout ce qu'il faut par défaut de déjà existant dans Docker, en fait. Donc, en fait, Docker Hub, qui est vraiment l'espace de stockage des images de logiciels, t'as à boire et à manger. Hein, je pense que tu as quasiment tout qui existe dedans, quoi, aujourd'hui. Il y a autant d'images personnalisées par les gens que gérées par les dépôts officiels. Donc des fois, il faut faire le tri. Hein, un peu comme sous Linux. Hein, voilà, il y a des gens qui ont leur propre dépôt et d'autres pas. Hein, voilà, bah, c'est un peu pareil. Là. Donc il y a des gens, ils font leur propre image. Et puis en fait, à côté, tu prends l'image officielle. C'est mieux, quoi, en fait. Plutôt que de prendre l'image personnalisée de quelqu'un qui finalement, tu sais pas trop ce qu'il a fait dedans. Quoi. Bref.
Mais du coup, ça peut avoir son intérêt. Moi, je te dirais que ouais, je vends du Docker, mais voilà, moi, je trouve ça très intéressant. Donc, du coup, voilà, c'était la. J'espère avoir apporté la réponse à ta question. Bah, limite, si ça t'intéresse, on peut potentiellement faire un live dédié à Docker. Je pourrais même faire un PowerPoint peut-être. Voilà, bah, histoire de présenter un peu le concept et essayer de refaire un peu comme j'avais fait pour l'IPv6, qui était un peu, peut-être un peu trop fat, parce que j'ai essayé de la regarder, et effectivement, ouais, c'est pas très lisible, voilà, c'est pour suivre l'ensemble des éléments. Donc je me dis qu'effectivement, comme tu m'avais fait la remarque 4013, je pense que quand je ferai un épisode dédié à un sujet technique, je pense qu'il faut l'appuyer par, effectivement, il faut l'appuyer par un schéma et des documents visuels parce que sans, c'est vrai que c'est un peu, ouais, c'est un peu indigeste hein, quand même. Je suis d'accord. Alors du coup, tu fais comment pour ISP config du coup? C'est système de base, genre t'as Proxmox avec Debian et ISP config. Et Docker dessus du coup. Bah en fait, à vrai dire, là actuellement, petit à petit, en fait, je suis en train d'arrêter d'utiliser ISP config. Je sais, c'est triste, hein, parce que ISP config, effectivement, c'était une solution que j'aimais beaucoup. Mais c'est vrai que petit à petit, utilisant de plus en plus Docker et y voyant aussi tout l'intérêt d'utiliser Docker, petit à petit, en fait, je bascule les solutions une à une. Mais du coup, effectivement, avec Proxmox de base, donc j'ai Proxmox qui fait de la virtualisation hardware, du coup. Donc j'ai une machine avec ISP config avec mon ancienne installation, que je migre au fur et à mesure, mais du coup, je suis pas pressé parce qu'il sera toujours là. Et à côté de ça, du coup, j'ai une machine Docker avec tous mes fichiers de conf que j'ai déployés dessus et qui lance automatiquement mes instances au besoin. Alors, là, comment dire, je vulgarise dans le sens que, comme je disais, si j'utilise Docker Swarm, qui permet de gérer du multi-serveur de Docker, et du coup, j'ai un master, enfin, ouais, j'ai un master en fait de Docker et des workers qui eux vont exécuter les machines. Donc en fait dans le master, bah, j'ai mis en fait je peux piloter toutes mes machines workers. Donc du coup j'ai un worker par serveur et du coup j'ai trois workers et enfin deux workers plutôt et un master et du coup là je vais en avoir trois autres de plus qui vont bientôt arriver et du coup automatiquement j'ai mon master qui va gérer la répartition sur les cinq machines. Du coup. Mais le Swarm, Docker Swarm, il m'a fallu du temps quand même pour bien maîtriser les arcanes du truc. Et encore, bon, faut avouer que si j'ai mis du temps à comprendre le Swarm, parce que finalement c'est pas si compliqué, mais c'est juste que j'ai voulu aller trop loin. J'ai voulu avoir une instance, enfin Docker en full IPv6. Et le problème, c'est que pour l'instant, Docker n'est pas compatible. Enfin, il n'est pas nativement compatible en IPv6. Voilà, il est pas natif IPv6, il est que compatible IPv6. Donc tôt ou tard, ça va peut-être changer, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, mais si tu restes en configuration classique IPv4 standard, Docker marchera très très bien, quasiment en instant, quoi. Même pour Docker Swarm, en fait. Alors du coup, ouais, ouais. C'est toujours la même question, mais du coup, je pense avoir fait le tour. Donc moi, effectivement, je te dirais que tu peux faire deux machines. C'est-à-dire que dans le nouveau serveur que tu achètes, tu installes Proxmox. Tu récupères l'image système de ton ancien serveur que tu déploies dedans. Tu le lances. Tu risques d'avoir quelques démarrages un peu bizarres du boot parce que du coup, tu n'auras pas le même CPU, pas la même carte mère virtuelle, etc. Mais normalement, en fait, tout ce qui est machine virtuelle Proxmox, ils sont nativement compatibles avec le kernel Linux. Donc tu n'auras pas de problème de driver ou ce genre de choses. Il va te dire que bah, il trouve pas les drivers d'avant, mais ça c'est normal. Et du coup, normalement, ça devrait pas poser problème. Tu auras toujours un boot un peu bizarre, mais ça devrait pas poser problème. Et après, par contre, bah, du coup, tu peux lancer après une machine virtuelle sous Debian, t'installes Docker via le dépôt officiel, et basta, quoi, c'est terminé, quoi. Et Docker est installé, et t'as rien d'autre à installer.
pour ça que Docker, c'est finalement une machine Docker, que ça soit manager ou worker, en fait, hein, même dans le mode Swarm. Allez, en 5 commandes, c'est bouclé. L'installation, hein, je parle. Hein. Je dis pas le déploiement. Le déploiement, il faut me faire une commande runner ou faire un Docker Compose. Mais même là, hein, si tu as un Docker Compose qui est déjà fait, pour GitLab par exemple, tu prends le Docker Compose officiel, tu le mets sur ton serveur, le fichier, tu fais Docker Compose up-d pour le mode daemon, bah c'est fini. On peut pas faire plus simple, hein. Voilà, c'est. Je pense que voilà, t'as juste à personnaliser un peu ton fichier de conf, enfin le dockercompose.yml, et GitLab c'est déployé. Hein. Même chose pour un Zabbix à côté pour faire de la supervision réseau ou ce genre de choses. T'es quasiment à deux trois personnalisations près, mais ça au fur et à mesure ouais, tu vas le découvrir quoi en l'utilisant. Mais voilà, en 2 commandes c'est bouclé quoi. Donc c'est pour ça que Docker, ça peut être très très puissant à utiliser. C'est juste que il y a... Voilà, à un moment donné, il faut avoir un peu le pif hein, quand tu commences à avoir les trucs un peu pourris qui t'arrivent sous le nez, là. Voilà, tu t'hésites à 2 fois. Moi, en général, je fais la même chose, en fait, pour les logiciels habituels. C'est qu'en général, je passe par le dépôt officiel, en général. Je préfère passer par un dépôt officiel que de prendre des trucs montés par je ne sais qui, je ne sais où. Et du coup, à côté de ça, bah, effectivement, faut savoir ce que tu fais, quoi. Voilà, faut pas tenter en loose des trucs. Il faut quand même comprendre ce que tu fais. Mais voilà, si tu restes sur les trucs officiels et qu'en plus tu comprends ce que tu fais, normalement, ça devrait pas poser problème. Donc la solution serait d'avoir 2 machines virtuelles, une pour ISP-config et une pour Docker. Bah oui. Et du coup, c'est très facile à backuper. Parce que Proxmox a par défaut déjà un module de backup. Donc du coup, il peut sauvegarder en interne comme en externe. Donc il peut sauvegarder localement. Voilà, tu peux du coup soit le mettre sur des lecteurs externes, soit sur le réseau. Donc tu peux sauvegarder sur ton poste, par exemple, si tu as un partage d'un dossier sur ton ordinateur perso, bah, automatiquement il peut aller déployer dessus. Tu peux sauvegarder en externe. Bref, tu as déjà de base Proxmox gère ça. Et après, du coup, bah, si tu veux être un cran au-dessus dans tes sauvegardes de GitLab ou ce genre de choses, ou de tes des autres logiciels, bah, tu as juste à scripter une backup vers un S3, et basta. Et là, c'est propre. Normalement, normalement en fait, dans l'idéal, il y avait une doc de l'ANSI, qui est l'Agence nationale de sécurité informatique. Ouais, c'est ça. Donc, eux, ils vont très loin hein, dans les recommandations. Parce que du coup, eux, ils te disent de faire du versionning, plus backup journalière, plus redondance de données, plus une backup externe de l'ensemble des données synchronisées, plus une backup externe hors ligne. Voilà. Ça, c'est les recommandations de l'ANSI pour avoir une infrastructure sécurisée. Et encore, parce que backuper, ça ne suffit pas. Il faut aussi tester. Parce que des backups, c'est bien, mais des backups qui marchent, c'est mieux. Donc du coup, il faut aussi tester ces backups. Voilà. Non, ça, c'est la recommandation officielle. Voilà, de l'ANSI, et qui effectivement est cohérente. C'est juste que par contre, derrière, il faut le budget, quoi. Parce qu'il faut le matos, il faut avoir la possibilité de dupliquer son infra une seconde fois pour tester les backups entièrement. Et effectivement, bah, il faut avoir le temps et les moyens. Voilà, ce que je n'ai pas forcément. Donc des fois, tu fais un peu doigt mouillé, t'espères que ça passe. Mais bon. On va dire c'est déjà pas mal de tenter de faire des backups, déjà. Déjà, si c'est des backups et que tu as à peu près tout sauvegardé, même si tu en as une qui foire dans le tas, normalement, tu gardes quelques versions, tu gardes quelques trucs, normalement, ça devrait aller. Bref, voilà. Bon, en tout cas, bah là, il va être quasiment minuit. Je pense que je vais peut-être arrêter là pour ce live improvisation. Je pense que ouais, c'est déjà pas mal. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, intéressé.
cas, je fais un petit coucou aux nouveaux spectateurs qui sont passés la chaîne. Je vous en remercie. En tout cas, n'hésitez pas à participer, à voter sur le Discord, parce que voilà, on a un Discord qui s'appelle Conquer World, hein, que vous pouvez retrouver en lien sur la chaîne, sur ma chaîne. Donc, pour l'instant, c'est pas très bavard, je l'accorde, hein, mais voilà, on va essayer d'y travailler. Mais en tout cas, n'hésitez pas à venir, à proposer des choses. Il y a un channel pour les suggestions, les améliorations. Voilà, proposer des sujets de conversation. Vous pouvez même demander des questions techniques, j'essaierai d'y répondre. Et voilà, donc n'hésitez pas à faire un petit coucou sur le Discord. Et pour ceux qui connaissent déjà, bah, n'hésitez pas à participer. Moi, je vais essayer de le faire aussi, hein. Ouais, mais voilà, en tout cas, clairement, n'hésitez pas. Et puis voilà. Bah, merci Cricri, hein, de rien, au contraire, c'est tout le but de l'émission. Et du coup, bah oui, bah, merci. Un live Docker à l'occasion, ça pourrait être intéressant, j'ai l'impression. Bah ouais, bah, je pense que ça pourrait intéresser aussi une partie de mes alternants. Hein, c'est pour ceux qui suivent. Parce que je sais pas s'ils sont encore là. Normalement, oui, je crois qu'il y en a encore un de présent. Mais du coup, ouais, je pense que ça peut être intéressant, parce qu'en plus, bah ouais, enfin, je pense qu'il y a vraiment des trucs à faire. En plus, je pourrais montrer un peu ce que j'ai déjà fait. Montrer un peu aussi certaines limites, hein, en particulier l'IPv6, hein, qui est pour moi vraiment un des problèmes, et je pense qu'ils sont en train de le corriger. Parce que j'ai vu que dans les versions expérimentales, il commençait à avoir quelques briques en plus pour gérer l'IPv6 dans Docker. Donc je pense que d'ici quelques années, ça sera solutionné. Mais bon, en tout cas, ouais, je pense que ça peut être un sujet d'émission intéressant. En tout cas, moi, ça me passionne, et j'ai déjà quelques projets sous le coude basés sur Docker, donc voilà, je connais bien. Bref, bah du coup, bah voilà, bah moi je vous dis à bientôt. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de faire ce live. Franchement, je m'attendais pas à durer aussi longtemps, donc je suis content. Voilà, sur ce live improvisé de la mort. Voilà, donc pour ceux qui sont là, bah, voilà, pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais je refais de la pub un peu pour la semaine prochaine. Donc du coup, semaine prochaine, rendez-vous électoral. Du coup, hein, je vais essayer de présenter en fait le programme de tous les candidats, mais pas d'un point de vue politique, hein, vraiment d'un point de vue d'informaticien. Donc on va parler du programme dans les technologies et l'informatique de chaque candidat, en essayant d'éviter toute avis autre que analyse par rapport aux problématiques informatiques. Je ne ferai aucune proposition de vote, hein, loin de là. Ce n'est pas du tout le but, au contraire, c'est plutôt de présenter la vision de chaque candidat, et bah, de les connaître, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident de prime abord de savoir quel est le programme des candidats dans ces domaines. Donc voilà, ça sera l'émission de la semaine prochaine, donc lundi prochain. Et donc je serai, voilà, venez nombreux. Je pense que ça peut quand même être intéressant. En tout cas, je vais essayer de le rendre le plus intéressant possible. Et voilà. Donc je vous dis à bientôt. Et bah, à la prochaine, conquérante et conquérant. Allez, bonne nuit et à la prochaine. Ciao.